Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Mickaël Assous, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Lyon 2. Vous êtes invité aujourd'hui dans le cadre des Journées de l'économie qui auront lieu les 3, 4, 5 novembre pendant les vacances de la Toussaint. Alors, une première question, est-ce que cette crise du Covid a révolutionné notre façon de voir l'économie ? Avant la crise, on ne parlait que de la dette, depuis, l'argent semble magique. Alors, moi je suis historien de la pensée économique, donc j'aime bien prendre du recul, regarder ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le passé, quoi. Et alors chaque crise amène à des renouvellements de la pensée, une réflexion nouvelle. Et donc cette crise a évidemment suscité des interrogations et des réflexions nouvelles. J'ai pas vu encore d'analyse radicalement nouvelle de la crise et des phénomènes qui nous attendent, etc. J'ai vu ça dans le passé, avec la crise de 29, j'ai vu ça à l'époque, dans les années 70, à l'époque de la stagflation, mais pour l'instant, le renouvellement est peut-être en gestation, mais il n'est pas visible, en tout cas pas pour moi. Est-ce qu'on connaît des limites en matière d'endettement qui seraient supportables ? Alors, là, vous posez une question qui est évidemment centrale, c'est celle de la soutenabilité de la dette et de la soutenabilité d'une trajectoire économique. Et les économistes abordent cette question à travers des outils, moi j'appelle ça des sortes de maquettes qui cherchent à représenter de façon simple la façon dont fonctionne le monde. Et les économistes construisent des maquettes, différentes maquettes, et chacune de ces maquettes permet d'envisager faire des expériences en fait, et de dire tiens, mais que se passe-t-il si l'endettement de l'État augmente ? Quelle va être la trajectoire de l'économie ? Et ce qu'on observe, c'est que depuis les années 30 et les premiers économistes qui, la plupart ont été récompensés par le Nobel, c'est qu'il y a une diversité de maquettes qui ont été conçues. Et chacune de ces maquettes permet de dire quelque chose de spécifique sur ces trajectoires. Et c'est à la fois satisfaisant et insatisfaisant. Ce qui est satisfaisant, c'est qu'on voit que les économistes se laissent la possibilité de penser différentes choses, différentes trajectoires. Ce qui est insatisfaisant, c'est qu'on a du mal à faire son marché entre toutes ces trajectoires. Il y a une sorte de relativisme, en fait, qui peut être un peu gênant. Dans l'histoire, il y a des conceptions, il y a des conceptions qui se sont imposées. Voilà. Alors, une conception qui domine, c'est vraiment celle que si la dette augmente trop, ça va plomber la croissance, ça va nous... Mais il y a d'autres façons de penser le problème, en fait. Et il faut se laisser la possibilité de basculer d'un modèle à l'autre, d'une maquette à l'autre, de faire des aménagements. Sinon, on s'enferme dans une vision du monde qui ne permet pas de penser les problèmes nouveaux, en fait. La présidentielle de 2017 était axée uniquement sur cette question de la dette. On imaginait qu'on avait déjà atteint un maximum, qu'il ne fallait surtout pas rajouter 1 milliard d'endettement en plus. Ils s'étaient tous trompés. Oui, alors, c'est vrai que l'époque, le mandat Hollande, en fait, était façonné par une conception cyclique du monde. C'est que, voilà, il y a des phases d'expansion, des phases de récession, et qu'il faut admettre que parfois l'économie va bien et qu'on doit faire des efforts à d'autres moments pour que ça reparte, en fait. Mais il y a aussi, récemment, des moments dans l'histoire où on a pensé en termes d'effondrement. On s'est dit, attention, on ne sort pas de la crise, on ne sort pas d'une phase un peu de marasme automatiquement. Ça va se faire qu'à condition qu'on bloque la trajectoire et qu'on empêche d'aller vers des terrains un peu dangereux. Ça, c'est vraiment ce qu'on a observé en 2009. Il y a l'effondrement des banques, on a voulu bloquer ce type de trajectoire. Et c'est ce qu'on observe récemment, c'est-à-dire le déblocage des aides à l'activité pendant la période de confinement, période Covid. C'était vraiment une façon de dire il faut absolument stopper l'hémorragie, absolument stopper et empêcher qu'on aille vers une trajectoire dangereuse, quoi. Donc la vision cyclique, c'en est une, mais c'est pas la seule. Et ce qui est intéressant, c'est de bien prendre conscience que parfois on switch, on bascule d'une conception à l'autre, mais quasiment dans la demi-heure, quoi. Et on s'en rend pas bien compte. Et donc l'idée là d'un travail comme ça sur la façon dont pensent les économistes, c'est justement de mettre à plat ces grilles, de bien les penser, de bien se dire dans quel monde on pense, avec quelle maquette, quel modèle, et à quelles conditions il est raisonnable de penser, de se passer d'une maquette à l'autre,
Et comment on le fait, et ça va vraiment aider à bien penser les problèmes, quoi. Et à pas se dire, aujourd'hui, on peut faire de la dette alors qu'on nous disait qu'avant, on ne pouvait pas en faire. C'est n'importe quoi, donc l'économie, on n'y comprend rien. Non, je pense la dette dans un monde qui suit une trajectoire loin d'un effondrement. Le risque d'effondrement est écarté. On sait bien qu'on a des institutions solides, l'économie a des fondements solides, mais on veut l'emmener sur une certaine trajectoire. Et il arrive que l'économie soit vraiment au bord du gouffre. Et c'est arrivé, je pense que c'est arrivé en 2009, c'est arrivé pendant la... Et à ce moment-là, il faut changer. C'est arrivé pendant la crise du Covid, on était au bord du gouffre. Complètement, oui, complètement. Imaginez, le PIB s'effondre de 10%. Imaginez qu'on n'ait pas débloqué ces 200 milliards d'euros de soutien à l'activité. Donc tous les restaurants ferment, tout le secteur du tertiaire lié au tourisme est affecté. Imaginez que tous ces secteurs n'aient reçu aucune aide. Là, c'était faillite en cascade, des gens qui commencent vraiment à avoir même difficulté même à subvenir à leurs premiers besoins. C'est le chaos, quoi, c'est évident. On n'est pas sûr que l'économie aurait redémarré derrière. Donc c'était un endettement qui, pour vous, était justifié. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait supporter une nouvelle crise ? Bien sûr, oui, je pense. Oui. Enfin, bien sûr. On a les outils pour le penser, oui. Oui. Donc on peut se réendetter encore Oui, mais on peut aussi regarder notre PIB remonte à 6,5%, il repart aux États-Unis assez fort, il va y avoir un peu d'inflation, notre dette, on va la rembourser peut-être plus facilement, on emprunte à 0%. Donc, vous avez vu que ça donne beaucoup d'idées aux candidats à la présidentielle. Ils se disent tous, finalement, on peut emprunter. Donc, chacun fait des promesses en milliards. Et le gouvernement, d'ailleurs, ne se prive pas, puisque là, il vient d'annoncer encore 3 milliards, 4 milliards d'euros pour une prime liée à l'inflation pour tous les Français gagnant moins de 2 000 euros. Oui. En fait, on a encore des marges de manœuvre. Je pense en tout cas pas mal d'outils et de modèles de l'analyse éco permettent de penser ces marges de manœuvre, quoi. Maintenant, la difficulté, elle est que qu'est-ce qu'on va faire de cet argent public ? Si on débloque 200 milliards d'euros pour aider, soutenir l'activité des restaurateurs ou d'autres, on voit bien exactement quel effet ça renforce le pouvoir d'achat, ça maintient la consommation, ça stabilise l'économie. Et si vous débloquez 100 milliards d'euros ou 200 milliards d'euros d'investissement public, vous en faites quoi ? Vous allez mettre de l'argent dans des projets, développement de l'hydrogène, bon. Vous allez faire travailler combien de chercheurs dessus, combien d'équipes ? Et en fait, est-ce qu'on a même la possibilité de porter des projets ? Est-ce qu'on saura même quoi faire de cet argent ? Parce que c'est ça le problème. Il est plutôt là. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quel projet on veut ? Quelle économie on pourra créer à partir de... Et je pense que le vrai problème est là, c'est qu'on ne sait pas bien quel projet porter. Avant de finir, une dernière chose, vous avez créé un site internet qui s'appelle Economic Instability. Pour l'instant, c'est en partie en anglais, mais ça va être en français, ça va être traduit en français dans les jours qui viennent. L'idée, c'est de permettre aux citoyens lambda de jouer avec les modèles économiques. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a construit en fait une histoire, on a développé une histoire autour de ces modèles, de ces maquettes dont j'ai parlé, développées par vraiment les économistes les plus illustres, et on veut permettre aux visiteurs du site de pouvoir manipuler le modèle assez facilement. Donc on crée une application et on permet à chacun de changer les paramètres et de voir les trajectoires qui sont définies pour différentes configurations de paramètres. Et puis on le décline, donc on a fait ça pour une dizaine de modèles, et à chaque fois on voit ce qui se passe. Donc il y a des modèles qui portent une vision, par exemple, selon laquelle le monde est très résilient, peut absorber les chocs. Donc on voit comment un modèle résiste à des chocs. On voit comment d'autres modèles, en revanche, disent attention, quand le choc est trop grand, on peut passer des seuils et on peut aller vers l'effondrement. En fait, on voit exactement comment pensent les économistes, comment en fait ils conçoivent des maquettes et comment après chacun se fait son idée sur la maquette qu'il juge la plus pertinente pour penser une situation. Donc on peut jouer sur les critères et puis voir, selon la théorie économique, comment l'économie devra évoluer par la suite. C'est ça. Ce ne sera pas évident non plus quand même de prendre le programme de Jean-Luc Mélenchon ou d'Emmanuel Macron par exemple et de le traduire en courbe économique. On peut jouer, alors après je dis que c'est un jeu sérieux, mais ça reste un jeu parce que c'est des modèles qui sont développés dans les années 1930, on va jusqu'aux années 50, on ira plus loin après, mais en tout cas on met des mots sur, où on visualise la façon dont on perçoit le monde. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise,
envisage le monde, mais c'était une vision partagée dans les années 30, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse mettre une impulsion à l'économie et puis la mettre sur une autre trajectoire. Donc je mets un petit boost, je mets un gros boost de dépenses publiques et je change de trajectoire. Ça, c'est l'idée que le monde, en fait, puisse passer d'une trajectoire à l'autre. Bon, ben ça, c'est développé par des modèles, notamment de Jan Tinbergen, le premier Nobel d'économie. En fait, il a cette idée-là aussi. Et donc, on permet aux gens de voir à quelles conditions on peut passer de l'équilibre qui n'est pas de la mauvaise trajectoire, celle qui nous... Mais on ne peut pas dire s'il a raison ou tort. Bah, en tout cas, c'est logique. En tout cas, c'est articulé. En tout cas, c'est structuré. Ça reste une pensée. Ça, on peut le dire. Il y a quelque chose qui ne relève pas de la pensée magique ou de l'incantation ou de la posture. Il y a un discours articulé, mais ce n'est pas le seul. Et il faut le mettre en balance avec d'autres conceptions. Mickaël Assous, je vous remercie. Et donc, je vous invite à assister aux Journées de l'économie pendant ces vacances de la Toussaint. Et moi, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous retrouverai pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon à la rentrée.